Professeur Perron, bonjour. Bonjour, Karl. C'est un honneur, évidemment, de vous recevoir. Je complète ma sainte trinité. Après le Père, Raoult, le Fils, Joyeux, voilà le Saint-Esprit, Christian Perron. Alors, quand on regarde un peu votre CV, professeur, c'est un peu comme si vous étiez le maréchal Joffre en termes de galons médicaux. C'est impressionnant tout ce que vous avez pu faire dans votre vie. J'ai jamais vu ça. Et c'est d'ailleurs à ce titre que vous avez eu l'audace de mettre le holà dès le début de la pandémie du Covid, en disant les gars, on va se calmer. Vous allez un peu trop loin là. Vous êtes en train de délirer, ce qui vous a valu d'être littéralement étrillé par l'ensemble des médias. Vous avez été viré du Conseil de l'Ordre. Bon, après, ils vous ont repris. Vous avez eu tous les blâmes possibles. Et je me dis, ça devait être bizarre pour vous parce que vous n'avez pas du tout la tête d'un mauvais élève. Vous avez toujours été un bon élève. J'étais le bon élève du système. Hein. Et c'est parce que j'ai tout connu dans le système que j'étais aux plus hautes fonctions, président de plein de choses en France, à l'international, à l'OMS, que j'ai tout vu d'emblée en disant que c'était de la grande manipulation. En plus, avant, j'avais déjà connu la manipulation sur la maladie de Lyme, mais ça n'a rien à voir. C'est une bactérie transmise par l'éthique. Mais pour protéger les intérêts militaires américains, cette maladie, sous la forme chronique, n'avait pas le droit d'exister. Donc, j'avais vu comment ils étaient capables de manipuler dans même les plus grands journaux médicaux, avec des publications frauduleuses, comment ils pouvaient manipuler les médecins, l'opinion publique. Et quand en mars 2020, cette supercherie là du Covid est arrivée, mais tout de suite, j'ai vu les mêmes techniques de manipulation. Ça m'a sauté aux yeux, justement parce que j'étais un homme, je dirais, du système. Et c'est ça qui les dérange parce que ils peuvent pas m'attaquer. Ils ont essayé, mais ils ont rien trouvé. Je suis pas pédophile, je suis pas corrompu. Donc ils ont essayé de dire oui, mais Perron, il était bien avant, mais il a pété un câble. Mais ils ne m'ont jamais attaqué sur aucun élément scientifique. Moi, j'ai écrit 3 livres chez Albin Michel sur le Covid. J'en avais écrit un avant sur la maladie de Lyme chez Odile Jacob. À chaque fois qu'ils m'ont attaqué, c'était pour dire Perron dit n'importe quoi, mais jamais ils n'ont répondu point par point à tout ce que je disais sur le plan scientifique. Et dans mes livres, tout ce que je disais, à la fin, il y a plein de pages avec les sources, les preuves. Alors, je sais que les petits gars autour de Macron, ils ont mis des cabinets d'avocats sur mes livres pour essayer de me faire tomber en disant on va pouvoir l'attaquer en diffamation. Ils n'ont rien trouvé. Parce que quand je dis quelque chose, c'est prouvé. C'est pour ça qu'ils sont embêtés avec moi. Alors, ils essayent de m'attaquer, mais honnêtement, je m'en fous complètement parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont peur, c'est pas moi. Hein. Est-ce que vous avez douté à un moment quand vous avez vu se mettre en place face à vous un véritable rouleau compresseur, une machine à tuer? Est-ce que vous vous êtes dit j'hésite? Jamais une seule seconde. Et après, a posteriori, quelquefois, je me suis posé la question à moi-même. Christian, t'as été gonflé comme ça, t'es parti comme ça, la fleur au fusil, tout seul. Et honnêtement, au début, comme j'étais président, même à une période du collège des professeurs de maladies infectieuses et tropicales, j'étais reconnu dans ma discipline. C'était tous des copains. Je me suis dit, il y en a quand même 2 ou 3 qui vont me suivre. Puis, je suis parti tout seul, là, en sortant de ma tranchée. Et puis, je me suis retourné, il y avait personne. À part Raoult, bien sûr. Mais, et là, j'ai halluciné. J'ai dit, comment ces collègues que j'estimais, qui sont des gens intelligents, il n'y en a pas un seul qui a osé l'ouvrir. Alors, quelquefois, en catimini, certains me disent, Christian, on est à fond avec toi, tu as raison, continue. Mais personne n'ose le dire publiquement. Et c'est ça qui m'a fait le plus de mal, parce que moi, d'y aller, je m'en foutais, parce que je savais que j'avais tous les arguments scientifiques. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile de ne pas être suivi. Et ça m'a... Même j'ai de la peine pour mes collègues, parce que je dis que c'est pas possible, quoi. Ils sont... Alors certains, je sais, je dirais pas non, mais sont corrompus, sont très liés à l'industrie pharmaceutique. C'est leur affaire, hein, je m'en fous. Mais il y en a d'autres qui sont des gens honnêtes. Mais poursuivre un peu la doxa, je pense que beaucoup n'ont pas pu imaginer que le gouvernement prenne des décisions contre le peuple. C'est ça le problème de cette crise. C'est que, je le vois même dans ma famille, chez mes enfants, on peut pas imaginer, alors qu'on pensait vivre encore il y a quelques années en démocratie,
qu'un gouvernement puisse prendre de telles mesures catastrophiques sur la santé de la population. Et même moi, ça m'a interpellé parce que bon, il y a 5 ans, je pensais encore vivre en démocratie. Et là, d'un seul coup, je savais déjà qu'il y avait des magouilles pas très claires, mais pas à ce point-là. Et là, tout ça, ça m'a ouvert les yeux. Oui, c'est terrible ce que vous dites, parce que si ça vaut pour le Covid, ça vaut pour tout. Ouais, bien sûr, parce que d'ailleurs, quand je suis allé à Washington récemment, j'étais invité à la 5e édition de ICS, la ICS International. Au début, ça s'appelait International COVID Summit, c'est-à-dire le sommet international sur le Covid. Ils ont changé le nom, ils ont gardé le même acronyme ICS. Maintenant, c'est l'International Crisis Summit. Ils ont changé Covid par crise parce que les organisateurs de ce congrès mondial qui a beaucoup de succès, de plus en plus de succès, ont dit finalement, il y a 5 ans, bon, c'était la crise Covid, mais maintenant on s'aperçoit que le Covid était un des outils pour manipuler les populations mondiales. Mais il y en a bien d'autres. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom du congrès. Et c'est tout à fait vrai parce qu'il y a le Covid, puis ça a un peu foiré, ça n'a pas marché comme ils voulaient. Alors après, il y a le réchauffement climatique. Après, il y a tout ce qu'on veut. Il y a la guerre en Ukraine, tout ça. Ils essayent à chaque fois de nous faire peur pour nous manipuler et que tous les petits Français deviennent des petits pions gentils pour obéir au gouvernement en sortant plein de lois maintenant sur la suppression des libertés. Bon, le fameux article 4 pour dire qu'un médecin n'a plus le droit de prescrire selon ses convictions. On est en train de diaboliser les médecines naturelles qui existent depuis des millénaires, qui sont quelquefois très efficaces. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des charlatans dans le domaine, mais globalement, ça quand même, c'est des choses superbes. Et maintenant, le nouveau projet de loi on pourra nous dénoncer en famille ou sur WhatsApp si on tient des propos qui déplaisent au gouvernement. Et c'est écrit en toutes lettres dans le projet de loi qu'on pourrait être tout de suite mis en examen si on tient un propos qui déplaît. Non mais là, je dis au secours, quoi. On n'est plus du tout en démocratie. Ils nous installent une tyrannie, mais ils le font pas à pas. Vous savez, il y a la fameuse histoire de la grenouille qu'on plonge dans l'eau tiède. Au début, elle est contente, elle a chaud, puis on monte la température petit à petit, puis elle crève, elle a même plus la force de s'échapper de la casserole. Alors que si on la mettait d'emblée dans l'eau bouillante, bon. Et ça, on est en train de mettre les Français depuis plusieurs années comme ça à augmenter la température progressivement pour qu'ils puissent plus réagir. Et ça, c'est dramatique. Et ils le font. Ils sont très habiles, ils le font par petites touches. Imaginez 1 an avant le Covid. Moi, j'aurais dit à un copain comme ça, tu sais, l'année prochaine, ils vont t'enfermer, tu n'auras plus le droit de sortir de chez toi, sauf te signer une autoproclamation que tu as le droit de sortir pendant 1 heure, que tu vas être obligé de porter un masque, on va te supprimer toutes tes libertés. Bon, mes copains m'auraient dit, mais attends, tu délires, Christian, tu es totalement complotiste, c'est quoi ce délire? Puis finalement, ça s'est fait petit à petit et la population a remercié Macron en disant, heureusement qu'il était là, il nous a sauvés, parce que si on n'avait pas confiné, on serait tous morts. Alors que je savais, ça c'est un exemple qui m'avait frappé, c'était fin août 2020, c'était après la première vague, il n'y avait pas encore la deuxième vague. Et parce que moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup d'amis au ministère de la Santé qui me soutiennent à fond, même s'ils n'osent pas le dire, m'avaient appelé fin août 2020 pour me dire, tu sais Christian, Macron a déjà décidé un confinement le 28 octobre. Alors, je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Elle est un peu olé olé. Puis finalement, ils ont fait des contorsions à la télé. Il y avait Véran qui disait, jamais plus on vous confinera, vous inquiétez pas, Macron, non, jamais plus on fera tout pour vous éviter ça une deuxième fois. Ils ont fait les singes comme ça à la télé. Et puis, 8 jours avant, il y a Macron qui... non, alors ils ont commencé à faire un confinement, mais que sur Marseille. C'est bizarre, Marseille, c'était pour emmerder Raoult, je pense. Mais... Puis après, non, mais vous inquiétez pas, on va tout faire pour éviter le confinement national. Après, ils ont mis le couvre-feu. Et puis, 8 jours après, pile la veille du 28 octobre, Macron déclare vraiment, les Français, vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas suivi de recommandations sur les mesures de précaution. On est vraiment désolé, on va être obligé de vous confiner de nouveau. Alors que
Moi, je savais par une copine au ministère que c'était déjà décidé 3 mois avant même qu'il y ait la deuxième vague. Donc, c'était un foutage de gueule sur toute la longueur de la ligne. Mais ce Covid, finalement, il vient d'où, professeur? Maintenant, on a la preuve que ce virus a été modifié, fabriqué en laboratoire. Alors, quand on disait ça, il y a quelques années, Montagnier s'est fait insulter là-dessus. Mais comme Montagnier avait dit, souvenez-vous, il y a des séquences du virus VIH qui ont été insérées, il y a des séquences de la même du paludisme. On l'a traité de vieillard sénile, mais n'empêche que peu de temps après, quand il y a eu la première grande campagne de vaccination en Australie avec le vaccin AstraZeneca, si vous vous souvenez bien, c'était public, c'était dans les grands journaux, les Australiens s'étaient offusqués parce que beaucoup de gens qui avaient été inoculés avec ce vaccin AstraZeneca étaient devenus séropositifs pour le VIH, le virus du sida, alors qu'ils n'avaient pas du tout le sida. Donc, c'était la preuve formelle que dans le vaccin, on avait inséré des séquences du virus VIH. Ça a été même, ça a fait l'objet d'un communiqué officiel du gouvernement australien. C'est pas moi le complotiste qui dit ça, c'était officiel. Donc, c'est la preuve formelle que Montagnier avait raison. Alors, je pense que les différents vaccins, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, ils sont peut-être différents. Je pense pas qu'ils aient tous la même composition. Mais ce que je trouve affolant, déjà pour développer un nouveau vaccin, normalement, c'est 10 ans. Là, ça s'est fait en même pas 6 mois, ce qui est totalement illégal, je dirais, sur le plan du développement d'un médicament, d'un vaccin. Et en plus, on n'a jamais eu la composition exacte de ces produits. Et ça, c'est pas normal. L'autre jour, j'étais à Washington, donc au Sénat américain. Les sénateurs montraient les rapports des grands laboratoires fabricants, parce que en tant que sénateurs, ils avaient demandé les informations auprès des fabricants, Pfizer, Moderna, etc. On leur envoyait des documents qui étaient tout caviardés, tout noircis, en disant données confidentielles du laboratoire. J'avais vu la même chose, moi, dans des avis du Haut Conseil de la Santé publique en France. J'ai vu la même chose des députés européens qui ont montré les rapports qu'on leur envoyait qui étaient tout noircis. C'est ça la transparence, de noircir tout, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Alors moi, je ne suis pas capable de savoir ce qu'il y a dans ces produits parce que je pense que d'un lot à l'autre, ça doit changer. Il y a eu des preuves, il y a eu des témoignages dans le monde entier j'avais le souvenir très poignant d'ailleurs une femme qui avait participé à l'équipe officielle de la campagne vaccinale. Je crois que c'était en Slovénie, c'était au début en 2020-2021. Et elle avait avoué parce qu'elle craquait, elle n'en pouvait plus. Elle a dit devant les caméras, elle était courageuse parce que c'est pas caché. Je ne sais pas si elle a eu des représailles après, mais elle a dit, moi j'en ai marre parce que on a des numéros de lot, on sait parfaitement selon le numéro de lot si c'est du placebo, si c'est du produit faiblement dosé, fortement dosé, et on a ordre de donner les placebos aux hommes politiques, aux journalistes, aux VIPs, à toute l'élite, soi-disant, du pays. Et les gueux, ils reçoivent le vaccin largement chargé en trucs qu'on ne connaît même pas. Il y a à ce sujet deux écoles, me semble-t-il. Celle qui vient d'apparaître autour du graphène, et puis celle plus connue de la protéine spike. La protéine spike, c'est sûr, parce que quand on injecte ce fameux ARN messager, vous savez, dans nos cellules, il y a l'ADN, c'est nos chromosomes. Alors l'ADN va définir génétiquement si vous allez être brun, blond, avoir un grand nez, un petit nez, ou je sais pas quoi, ou des gros muscles, ou être tout maigrichon. Ça, c'est notre patrimoine génétique. Après, l'ADN est transcrit en ARN, dont l'ARN messager, et l'ARN va transcrire en protéines. Et c'est les protéines qui vont dire si vous êtes blond ou brun, etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si on injecte de l'ARN messager de façon massive qui produit cette fameuse protéine spike, la protéine de pointe du virus, elle va produire des tonnes de protéines spike dans l'organisme. Alors, normalement, ça devait durer pas longtemps. En fait, on s'aperçoit que cette production elle peut être très prolongée, des semaines, des mois, et peut-être que des gens sont transformés en usine à protéines spike ad vitam aeternam. Peut-être pas tout le monde, mais on sent que selon le terrain génétique, c'est quelque chose qui peut se produire. Donc, cette injection, elle va modifier profondément chez certains tout un processus métabolique et va contribuer à la dégradation des fonctions de plusieurs organes dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'on voit maintenant apparaître autant d'effets secondaires. C'est totalement
horrible quand je regarde ça, ça me fait froid dans le dos, hein. Alors, le graphène, moi, honnêtement, je n'ai pas de preuves qui font m'interpeller. Pourquoi Perron ne dit pas qu'il y a de graphène? Moi, j'en sais rien parce que c'est tout à fait possible. Le graphène, ça fait partie de ces métaux qui ont des propriétés, je dirais, sur le plan chimique assez extraordinaires parce qu'ils ont à la fois un effet magnétique et puis sont très mobiles et on les utilise maintenant, c'est dans beaucoup de nanoparticules pour fabriquer plein de choses. C'est possible qu'il y en ait, mais moi, j'en ai pas la preuve, j'ai pas la compétence pour le juger. Il y a des gens qui ont fait des vidéos. Après, il y a d'autres chercheurs de haut niveau, d'ailleurs, qui sont pas du tout pour le vaccin, qui disent non, mais ces vidéos n'ont pas de valeur parce que ce qu'ils observent, c'est des anomalies qu'on voit habituellement en microscopie. C'est pas ça. Donc, moi, pour l'instant, si j'ai pu survivre dans cette crise, c'est quand j'ai dit quelque chose, je ne disais quelque chose que si j'en avais la preuve, que s'il y avait des sources sur le graphène, moi j'y crois tout à fait, c'est possible qu'il y en ait, mais j'en ai pas la preuve aujourd'hui. Donc, moi, je ne me prononce jamais de façon définitive tant que j'ai pas des sources sérieuses qui concordent. Et malheureusement, c'est stupide, mais sur le graphène, il y a une polémique, mais j'arrive pas à y voir clair aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, je suis pas contre ni pour, mais je prends du recul. Et j'attends d'avoir les preuves formelles avant de me prononcer définitivement. Là, en revanche, où vous avez tout à fait tranché, où vous avez été même radical, c'est dans votre réponse qu'on peut trouver sur bonsens.org à la grotesque pétition de chercheurs, de médecins contre les dérives sectaires que vous semblez incarner et qui a donné lieu d'ailleurs à ce ridicule projet de loi qui n'est toujours pas vraiment voté contre les dérives sectaires. Le gouvernement, ils sont habiles. Ils veulent nous supprimer toute liberté de parole, mais ils vont déguiser ça sous une carapace, une enveloppe pour faire croire qu'ils sont là pour protéger les citoyens. C'est toujours comme ça la manipulation. Donc on nous dit attention, il y a des très dangereux gourous qui menacent votre santé, qui contestent ce que dit le gouvernement, ils vous proposent du perlimpinpin, vous allez tous mourir. Bon, et donc ça s'appelle la loi contre les dérives sectaires. Moi, je suis pas du tout sectaire, même si on a pu m'accuser de tous les noms, y compris d'être sectaire. Je suis pas un gourou. Je reconnais que dans les médecines naturelles, dont la plupart sont magnifiques, parce que on peut pas nier que les plantes, la phytothérapie, même l'acupuncture, l'hypnose a un rôle majeur en santé publique, hein, même si c'est pas reconnu par tout le monde. À côté de ça, je reconnais moi-même qu'il y a des gourous qui peuvent profiter de la naïveté des gens pour leur pomper du fric et faire n'importe quoi. Mais on prend prétexte de ça pour passer une loi soi-disant contre les dérives sectaires pour interdire quasiment à un médecin comme moi de dire à quelqu'un, ben non, attendez, prenez de la chloroquine, ça va vous sauver, n'écoutez pas le gouvernement. Ou attention, évitez l'injection mortelle avec ce produit expérimental qu'on appelle vaccin. Et alors là, tout de suite, j'ai droit à 30 000 € d'amende, à 1 an de prison si je récidive, je sais plus, 3 ans de prison. Et puis, et aussi attaquer les personnes qui prônent la médecine naturelle. Pourtant, je connais des gens merveilleux dans le domaine. On attaque les gens qui prônent une meilleure alimentation. Pourtant, c'est fondamental. Moi qui ai suivi beaucoup de maladies chroniques, dont les maladies de Lyme chroniques, un changement d'alimentation peut changer la santé. C'était vu j'ai plein de témoignages de gens qui avaient des cancers, des maladies auto-immunes. Le plus gros poison dans l'alimentation, c'est le sucre industriel, bon, le sucre raffiné. Bon, les gens ne le savent pas parce que les lobbies du sucre sont très puissants. Je ne parle pas du sucre naturel comme les fruits. Les fruits sont excellents pour la santé avec le fructose, mais tout ça, c'est des choses dont on n'a même pas le droit de parler parce que s'il y a des personnes sur Internet ou qui conseillent à des personnes changez votre alimentation, ça va vous améliorer l'inflammation, vous réduire le risque de cancer, etc. Tout de suite, on les fait passer pour des charlatans parce que l'industrie du cancer, c'est des milliards d'euros chaque année et que ça contrarie certains lobbies. Donc voilà, on nous fait passer une loi. En plus, alors comme je suis allé à Washington récemment, là, même invité au Sénat, j'ai parlé de ce projet de loi qui venait, parce que comme c'est incroyable, il est passé à l'Assemblée nationale en juillet dernier, retoqué par le Sénat à la fin de l'année, retoqué par je sais plus si c'était le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, enfin un des deux.
Mais il est remis sur la table à l'Assemblée nationale. Il est rejeté par les députés. C'était il y a très peu de temps. Et puis le soir même, Macron et ses copains, ils mobilisent tous les gens tous les députés sous sa coupe. Il a attendu que les autres députés qui, épuisés par des séances interminables, rentrent dans leur circonscription. Ils étaient en train de prendre le train, l'avion. Et on refait une séance en catimini quand ils n'étaient pas là pour faire passer la loi. Je sais qu'ils l'ont déjà fait pour d'autres sujets. Alors là, c'est bien parce que je viens de voir aujourd'hui que du coup, comme le Sénat et l'Assemblée sont en opposition, à la fin, ce sera l'Assemblée qui aura le dernier mot, mais c'est repassé en commission paritaire et là, les sénateurs ont de nouveau bloqué. Alors, c'est un pataquès, c'est pas possible, mais ce qui m'a frappé quand je suis allé au Sénat américain, c'est que les Américains étaient tous au courant de cette loi. J'étais étonné parce qu'ils suivent beaucoup ce qui se passe en France comme étant le modèle de la destruction de nos libertés, de la démocratie. La Macronie est très, très, très suivie aux États-Unis parce qu'il dit, voilà, et récemment, d'ailleurs, j'ai vu des commentaires d'hommes politiques américains très haut placés qui disaient, faut qu'on se mobilise, faut pas qu'il nous arrive ce qui est en train de se passer en France. C'est les Américains qui disent ça aujourd'hui. Donc, ce qui se passe est phénoménal, quoi, parce que et puis maintenant, leur nouvel projet de loi, comme je disais, pour nous espionner à la maison. Si j'invite quelqu'un à manger, que c'est un copain qui est un peu jaloux de moi, il va appeler la police en disant Perron a tenu tel propos. Et c'est marqué en toutes lettres dans le projet de loi que je peux être mis en garde à vue. Au secours, quoi. C'est pire que le régime de Vichy aujourd'hui. Vous imaginiez que ça tournerait comme ça quand Macron a été élu la première fois, puis réélu ensuite? Oui, si on les laissait faire, ça continuerait. Bon, je pense qu'ils vont tellement loin que c'est en train de, pour moi, hein, je suis convaincu que c'est en train de se casser la figure. Ils étaient dans un sentiment de surpuissance et tout ça, mais bon, là, on voit bien qu'il y a même notre cher président, il est en difficulté. C'est parce que quand j'étais aux États-Unis à ce moment-là, quand je l'ai vu courir comme un, j'ai vu qu'il courait très vite hein, pour au salon de l'agriculture parce qu'il y avait la populace entre guillemets qui lui courait derrière et qui s'est sauvé pour se réfugier dans une voiture protégée par un cordon de police, qui avait tous ses collaborateurs derrière qui étaient essoufflés, qui essayaient de le suivre. C'est ça la France, un président qui est obligé de se cacher partout. Quand il sort en public, faut qu'il y ait mobilisé des centaines de policiers autour. Quand il fait un meeting public, c'est en pièce fermée avec une cinquantaine de sympathisants triés sur le volet qui ont le droit de rentrer. Même quand on a vu Gabriel Attal pour soi-disant, il allait au devant des agriculteurs. En fait, il était dans peut-être une ferme, un endroit fermé qui était gardé par la police. Il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient là. On l'avait installé pour faire peuple sur une botte de paille avec. Et c'était ridicule. C'est-à-dire qu'ils sont totalement coupés de la population. Et puis après, quand je sais pas, quand on voit Macron qui sort d'une réunion européenne internationale pour dire ça y est, on va faire la guerre à la Russie, puis tous les autres Européens disent on n'a jamais parlé de ça dans notre réunion. Je veux pas aller sur ce thème de la guerre, c'est pas mon domaine de compétence, mais c'est pour montrer qu'ils sortent des trucs hallucinants à longueur de journée. Et les Français commencent à en avoir ras-le-bol, ils n'arrivent plus à suivre tout ça. Et c'est pour ça que je suis très optimiste, parce que tout ça va finir par se casser la gueule, hein, j'en suis convaincu. À moins qu'ils ne nous coupent les réseaux où on peut encore s'exprimer. Ah ben ça c'est sûr, et ils ont essayé. Alors, bon, Elon Musk au début, je n'aimais pas trop, mais finalement pour l'instant c'est un des rares dans les réseaux sociaux qui protège un peu la liberté d'expression sur l'ex-Twitter qui s'appelle X. Et bien sûr, vous savez, c'était ça doit faire plus d'un an et demi, j'avais été invité au Parlement européen à Strasbourg par un petit groupe de députés européens en colère qui nous défendent, hein, qui dénoncent la supercherie sur le Covid. D'ailleurs, il y avait Rob Ross, qui est ce super député néerlandais. C'est lui qui a, dans une audition officielle publique au Parlement, qui avait coincé une des adjointes
du PDG de Pfizer pour lui dire, mais écoutez, madame, arrêtez votre baratin, mais oui ou non, avez-vous des données sur le fait que votre vaccin empêche la transmission du virus? Parce que c'est sur cette donnée qu'on a suspendu les soignants, etc. Et la nana, elle est américaine, elle était un peu estomaquée, elle a dit, elle avait des grosses sueurs, elle a dit, ben non, on n'a jamais testé la transmission. Voilà, alors, ce petit groupe de députés européens, il est génial. Et quand j'étais au Parlement européen ce jour-là, moi je devais intervenir le soir, l'après-midi, bon, je tournais dans le Parlement, j'avais déjeuné là-bas. Et puis l'après-midi, comme ça, pour m'occuper, j'ai assisté à une réunion sur, c'était pas en séance plénière, mais il y avait beaucoup de députés qui étaient là pour discuter sur comment protéger la liberté d'expression dans les médias. Donc, je dis, tiens, c'est intéressant, je vais aller voir. Alors, il y avait Raphaël Glucksmann qui présidait, donc c'est le copain de Léa Salamé. Puis il y avait deux gars en Zoom, je sais pas ce qu'ils faisaient là, est-ce qu'ils étaient de la CIA, je sais pas, enfin, deux Américains qui presque à distance pilotaient la réunion. Il y avait la députée proche de Macron, je crois que c'est Nathalie Loiseau, là, je sais pas, qui était devant moi, et ils discutaient, et pour dire attention, c'est très dangereux. Actuellement, dans les médias, il y a beaucoup de fausses informations sur la situation sanitaire, le Covid, la guerre en Ukraine, tout ça. Il est très urgent. Alors, le prétexte était pour sauver nos libertés, pour sauver la démocratie, il faut en urgence renforcer la censure sur tous les médias. Et c'était génial. Et comme par hasard, 3 jours après, notre cher président Macron, qui, par un décret présidentiel, supprime la chaîne Rumble, qui est une chaîne qui était sous dépendance russe quand même, et qui quand même avait de grandes libertés d'expression. Donc Rumble a été supprimée en France, elle existe dans le monde entier, sauf en France. Et là, je l'ai vu quand on arrivait, et puis depuis, on a eu plein d'autres exemples de tentatives de supprimer les réseaux sociaux. Bon, ils ont du mal, mais ils essayent. Mais je crois qu'ils n'y arriveront pas. Hein. Je rebondis sur quelque chose que vous venez de me dire précédemment, professeur, et que je ressens aussi dans mon combat contre la pédocriminalité. Les gens n'en peuvent plus, ils sont parfaitement conscients de la situation, ils ont envie que tout ça s'arrête, mais parallèlement, parmi ces gens, il y en a qui sont extraordinairement moutonniers, qui baissent la tête et qui écrasent. Alors, ça m'étonne pas trop qu'ils soient moutonniers, en tout cas jusqu'à une période récente, parce que souvenez-vous, en plus c'était mon jeune collaborateur Jérôme Salomon, qui est devenu directeur général de la santé, qui était habillé tout en noir tous les soirs sur TF1 pour annoncer les morts. Au début de la crise, les gens ont cru qu'ils allaient tous mourir. On leur présentait un tableau comme la peste de Camus, où en Algérie, on sortait de sa maison, on enjambait les cadavres. Et les gens, franchement, j'ai vu plein d'exemples autour de moi, ils y ont cru, ils allaient tous mourir, que c'était un crime de pas suivre les autorités. Bon, après, on a vu que finalement, la mortalité n'a pas été supérieure à une année de grippe un peu sévère, même si malheureusement, je salue et je rends hommage à tous ces morts, à leurs familles, parce qu'il y a quand même beaucoup de victimes, malheureusement, qu'on aurait pu soigner d'ailleurs. Donc, je comprends qu'ils aient eu peur. Et après, je parle des jeunes. Moi, j'ai 4 filles. Elles sont grandes, elles ont fait des études supérieures. Je vois aussi beaucoup de jeunes autour de moi. Les jeunes, je pense que certains voient quand même que ça va pas comme il faut. Mais c'est très dur pour un jeune de se dire, voilà, on a un gouvernement qui est contre nous, qui veut peut-être dans quelques années, nous réduire en esclavage. C'est tellement violent pour eux qu'ils ne veulent pas le voir. Et je les comprends, je leur en veux pas. Donc, ils préfèrent oublier. Peut-être, il y en a peut-être qui se réfugient dans d'autres choses pour oublier. Mais je pense que ils en ont conscience au fond d'eux-mêmes. C'est pour ça que petit à petit, les gens sont de plus en plus éveillés. Moi, j'avais admiré ce discours de Robert Kennedy Jr. à Berlin la première année du Covid. Il y avait plus d'1 million de gens dans les rues à Berlin. Il avait dit, vous inquiétez pas, il y a beaucoup, alors il appelait pas ça les moutons, mais on pourrait appeler ça les moutons, les gens qui suivent bêtement le gouvernement.
Il y a une majorité de moutons, il y a quelques éveillés, mais le flux ira toujours des éveillés par les moutons et jamais dans l'autre sens. C'est ce qui est en train de se passer. Même si les éveillés sont encore minoritaires, ils sont bien plus nombreux qu'il y a 2 ans. Je le vois partout autour de moi. Il y a 2 ans, quand je disais certaines choses, mais non, t'es complotiste, si Macron n'avait pas été là, on serait tous morts. Et puis maintenant, il dit, on s'est fait enfumer. J'ai plein de gens autour de moi qui ont des cancers, des tas de maladies graves. Après l'inoculation, j'ai perdu mon cousin qui avait 25 ans, qui est mort 15 jours après l'inoculation. Donc, les gens commencent à ouvrir les yeux. C'est pas tout le monde. Alors, fort heureusement, la plupart des gens ne lisent plus les journaux papier qui sont subventionnés, donc ils arrivent à survivre, mais plus personne ne les achète. En revanche, il y a encore beaucoup de gens, des millions, qui continuent, parce que quand ils arrivent le soir du boulot, ils ouvrent la télé, ils regardent les grandes chaînes nationales. Ça, c'est vrai, qui à longueur de journée, leur sortent des messages qui sont écrits par le gouvernement. Et ça c'est ce qui nuit. Ce sont les journalistes aujourd'hui qui empêchent l'éclosion totale de la vérité. Mais cette vérité, on sent qu'elle monte. C'est ça qui me fait plaisir. Alors, moi, comment je me vois? Moi, j'ai pris ma retraite parce que j'aurais peut-être continué encore un petit peu, mais ils m'ont tellement emmerdé à l'assistance publique et tout ça. Pourtant, j'ai adoré mes malades et ça m'a fait un peu de la peine de les quitter, mais j'ai vraiment préféré quitter l'hôpital, de toute façon, qui est en voie de démolition. Hein, c'est horrible. Hein. Moi, j'ai encore des collègues qui me parlent et on supprime tous les moyens. Il n'y a pas 1 milliard pour les hôpitaux, pour les infirmières. Macron lui-même il l'avait dit lui-même, il avait donné 3 milliards d'euros aux médias en 2 ans, puis depuis, il ne dit plus les sommes qu'il donne. Il a donné des milliards au cabinet de conseil, dont McKinsey, c'est le Sénat lui-même qui l'a dit. Il donne des milliards à l'Ukraine, mais pour la santé, il y a 0 sous. Donc le système, les gens meurent aux urgences aujourd'hui en France tous les mois. Hein, c'est horrible. Hein. C'est de la démolition systématique programmée. Donc je suis content d'avoir quitté le système. Après, si jamais il y a un renouveau, qu'on me demandait un petit peu de participer à la reconstruction de notre système de santé, de notre chère République, et bien évidemment, je répondrai. Mais pour l'instant, les conditions ne sont pas encore requises. Parce que moi, je suis amoureux de la France et de voir comment on l'a mise à bas, comment on a démoli systématiquement l'éducation de nos enfants. Je me souviens qu'à l'école primaire, on savait lire, écrire, on avait comme j'ai le souvenir de mes professeurs dans l'école primaire qui nous apprenaient des choses dont je me souviens encore. Et maintenant que je vois des sondages qui disent qu'en 6e, toute une partie des gamins ne savent plus maîtriser la langue ni le calcul. C'est grave. Et tout ça a été instrumentalisé. La destruction de l'économie. Je peux vous dire que moi, je connais des militaires, ils ont les boules comme ça quand Macron a donné Alstom aux Américains, que maintenant, pour entretenir une centrale nucléaire, alors que c'était des brevets français, il faut avoir un coût c'était l'EDF qui entretenait. Il faut maintenant demander à des équipes américaines qui demandent bien plus cher, évidemment. Quelle est, selon vous, professeur, l'idéologie qui se cache derrière tout ça? Au début, j'avais un petit peu des doutes, mais c'est ce fameux nouvel ordre mondial qui a été planifié par des milliardaires avec la complicité d'un petit groupe de politiciens dans le monde. Bon, il suffit d'écouter ce que disait Jacques Attali il y a 20 ans, même Sarkozy qui disait un jour, quand il était président, le nouvel ordre mondial, de toute façon c'est évident, il va s'imposer à tout le monde, personne ne pourra s'y opposer. Ils ne se sont pas cachés. Et le nouvel ordre mondial, en fait, bon, si c'était vraiment un monde idéal de bisounours, à la limite, je serais d'accord. On est dans une grande démocratie mondiale, on est tous d'accord pour une supervision, je dirais, au-dessus des nations, qui nous protège, qui nous accorde la paix, tout ça, je dirais pourquoi pas. Mais quand on voit que c'est fait pour asservir les populations, supprimer tout pouvoir au peuple, là c'est une dérive très grave. Et je crois qu'il faut se battre bec et ongle pour empêcher cet établissement du nouvel ordre mondial. Et c'est que quand il y a quelques années, quand il y a eu l'affaire des camionneurs
quand même à Ottawa. Comme Trudeau n'arrivait pas à les virer d'Ottawa, et que il y a des pauvres gars qui avaient fait 3000 km avec leur camion, ils n'étaient pas très riches, ils avaient pris un petit peu d'argent pour la route, ils avaient leur carte de crédit. Et Trudeau, comme il n'arrivait pas à les virer avec leur camion de plusieurs tonnes, ben, il a coupé leur compte bancaire. Vous vous rendez compte, c'était une première dans l'histoire des démocraties. Et plusieurs mois avant, j'avais dit à des copains, mais vous savez, si un jour, moi ou d'autres, on n'est pas d'accord avec le gouvernement, ils seront capables de nous couper notre compte bancaire. Mais non, tu te délires, Christian, ça ne sera jamais des complotistes. Et là, on a eu une grandeur nature, dans une soi-disant grande démocratie comme le Canada, qui l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils seront capables de le refaire. Et quand l'autre jour, Christine Lagarde a annoncé que de toute façon, il y aurait la suppression de la monnaie liquide et que tout allait être numérisé, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Et donc, leur projet, c'est de pouvoir tout contrôler nos comptes bancaires. Alors ça, après, j'ai pas vérifié, mais j'ai appris que récemment, ils avaient annoncé qu'ils allaient piocher dans le livret A pour financer les déficits publics quand ils veulent financer la guerre. Tout ça, c'est des choses qui sont publiques. Ils s'en cachent même pas. C'est ça qui est terrible dans ces gars qui veulent nous conduire à une forme de tyrannie mondiale, c'est que ils s'en cachent pas. Ils annoncent tout à l'avance. Comme ça, bah oui, on vous l'avait bien dit, mais personne n'avait écouté. Le problème face à ça, c'est que je ne vois pas quelle est la réponse politique. On regarde ce que disent les politiques. En gros, ils n'en parlent pas. Ils parlent de plein de trucs, mais ils ne parlent jamais de ça. C'est très décevant. Ouais, moi, j'étais scotché parce que j'ai regardé à gauche, Parti communiste, Mélenchon, LFI, soi-disant la France insoumise, que j'ai trouvé la France très soumise. Ils se sont jamais soulevés pour dénoncer les scandales. Bon, les républicains, certains étaient un peu dans une attitude correcte au début, mais maintenant ils sont totalement alignés. Bon, les socialistes, j'en parle pas. Je regarde à l'extrême droite, Marine Le Pen, elle s'est couchée. Elle a jamais dit un mot pour soutenir les soignants suspendus, pour dénoncer la supercherie de l'inoculation obligatoire. Bon, alors, il ne voit pas grand monde. Maintenant, Bardella, il est comme une fusée poussée par l'État profond pour prendre le pouvoir. Alors, il y a quelques politiciens qui ont eu le courage de parler, mais ils sont un peu minoritaires, ils n'arrivent pas à percer. Moi, je suis un petit peu affolé parce que je vois qu'il n'y a personne. Et ça, pour moi, c'est terrible. Parce que j'aimerais bien pouvoir m'identifier à un leader politique fiable et tout ça, non corrompu. Mais il y en a, j'en connais, mais ils n'ont pas le charisme pour l'emporter, ou surtout, ils n'ont pas le soutien financier. Parce qu'aujourd'hui, dans le système actuel, si vous n'avez pas un milliardaire derrière, vous n'arriverez jamais aux élections. Parce qu'ils vont payer tous les journaux pour vous casser, dire que vous êtes un débile mental. Et les seuls qui arrivent à émerger, c'est ceux qui sont soutenus par des moyens financiers puissants. Moi, même si je voulais dire, tiens, je vais faire de la politique, ça va être sympa. Bon, j'ai personne derrière, je vais pas me lancer comme ça tout seul. Sauf si vous vous réconciliez avec un labo, peut-être. Sauf si GSK ou Pfizer me finance, mais on verra. Ben moi, j'espère que la France se libère de toutes ces crapules, qu'on retrouve la liberté. Et alors, ce qui m'a fait très chaud au cœur, honnêtement, je m'y attendais pas. Quand je suis allé au Sénat américain, j'ai rencontré plein de gens de tous les pays. Et dans les couloirs, ils sont tous venus me voir, parce qu'ils suivent énormément ce qui se passe en France. Pour eux, la France, c'est quand même c'est peut-être un petit pays à notre niveau, mais c'est comme la France a une histoire, une culture, contrairement à notre président qui a dit qu'il n'y avait jamais eu de culture française. Comme le jour où il a dit ça, j'ai eu un peu les boules. Hein. Ils admirent la France quand même. Ils n'admirent pas notre président, ça je peux vous dire, mais ils m'ont dit, ils sont venus tous me remercier pour mon engagement parce que j'étais étonné de voir que j'étais très suivi aux États-Unis en fait. Hein. Ils savaient tout, que j'avais été radié de ma fonction de chef de service, que j'avais gagné au Conseil de l'Ordre. Même le sénateur américain l'a dit quand il m'a posé la question. Ils m'ont dit bravo les Français.
Alors, je pense qu'il y avait aussi, pas que moi, il y avait Raoult et quelques autres, Fouché. Vous avez été les premiers à monter au créneau. Vous avez la résistance française, vous avez été en tête dans le monde. Et bravo pour ce que vous faites. Et il faut vraiment que la France, qui est tombée très bas, redevienne le pays des Lumières et le phare de la civilisation. Quand ce sont des Américains, des Canadiens, des Mexicains, des Européens, des Australiens, des gens de toute l'Europe qui sont venus me dire ça, je peux vous dire que ça m'a fait chaud au cœur. Parce que ils surveillent énormément ce qui se passe en France. Parce que vous savez, l'État profond, pourquoi ils ont voulu casser la France avec notre ami Emmanuel, là, c'est que si la France tombe, les Américains me l'avaient déjà dit il y a 2 ans, si la France tombe, c'est le monde entier qui tombe. La France est le symbole de la liberté, c'est le symbole de la démocratie, même si quelquefois c'est un peu exagéré, je reconnais, c'est peut-être un cliché, mais c'est comme un symbole très fort dans le monde. Et c'est pour ça que l'État profond a mis le paquet sur la France pour essayer de la faire tomber. Mais je pense que le peuple français n'est pas idiot, on le voit, il réagit. Je félicite tous les agriculteurs qui se battent et tous les autres, les gilets jaunes et avant, et je pense qu'ils vont finir par gagner. La répression les a muselés, mais cette répression, elle va pas durer. Pour moi, c'est évident. Restons optimistes, vous avez raison, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté d'être mon héros dans cette conversation. Et merci Karl pour tout ce que vous faites, vous êtes un héros aussi. Dans un autre genre. Et à bientôt, professeur. Merci.